Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un avion un peu particulier, ou plus exactement de la maquette d'un avion un peu particulier. Il s'agit du Curtiss XP55 Ascender ou 1,72. C'est une maquette tchèque, pas facile à dire ça, maquette tchèque, de la société MPM. Et je l'avais acheté il y a des années parce que je trouvais le profil de l'avion assez intéressant et surtout c'était livré avec de la photo découpe, ce qui pour moi était la garantie de qualité, de la qualité de la maquette, de ses détails, du côté accurate de la maquette par rapport au modèle volant. Et il se trouve que j'étais un brin déçu et surtout comme vous le verrez, j'ai eu un petit peu maille à partir avec tout ça et voilà. Maintenant apparemment j'ai bien fait de l'acheter parce que c'est un kit qui ne court plus les rues. D'ailleurs c'est indiqué sur la boîte, il y a écrit Limited Edition. Pour autant je pense que la maquette a été modifiée et est ressortie avec des détails quand même bien meilleurs que sur le kit que j'avais, et je crois l'avoir acheté en fait au salon de la maquette il y a bien des années pour pas trop cher, hein, parce que bon de toute façon c'est le genre de kit que je vais pas acheter non plus des dizaines d'euros, donc ça n'a pas dû me coûter bien cher et voilà. Donc par contre, comme je peux pas nécessairement vous parler avec précision de l'historique de l'engin lui-même, ce que je vous propose, c'est que on contacte l'amiral Tatarcé. Maintenant, j'espère que vous avez appris à le connaître. Nous allons l'appeler immédiatement et il va nous raconter très certainement tout ce qu'il y a à savoir sur ce bel avion. Allô, Tatarcé ? Bonjour Yvan. Salut, ça va ? Ça va et toi? Bah écoute, on fait aller et je me permets de te contacter pour, comme la dernière fois, faire appel à tes connaissances encyclopédiques Oula. De l'aviation et de l'armement, voire de l'armement de l'aviation. Parce que là, j'ai entre les mains une maquette que j'ai retrouvée du Curtiss XP55 Ascender. Ouais. Une maquette de MPM que j'ai tenté de monter il y a bien des années. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien qu'on en sache un petit peu plus sur cet avion assez étrange qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec ses hélices à l'arrière et ses ailes quand même, comment dirais-je, très en arrière aussi. Hein. Très en arrière, oui, tout à fait. Ouais. Et un design assez novateur pour l'époque, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce genre d'avion? C'était quoi le délire à l'époque des ingénieurs concernant les avions avec les ailes aussi loin en arrière, avec des hélices à l'arrière? C'est quoi? Alors en fait, c'est surtout né en 1939 d'un programme d'armement quand les États-Unis se sont dit tiens, ce serait bien si on faisait des avions avec les besoins notamment exprimés de la France et de la Grande-Bretagne. Ils n'avaient pas des avions hyper performants, on le sait, et ce qu'ils avaient de mieux à l'époque, c'était le Hawk 75 en service, après donc a été en service en France notamment, qui donnera plus tard le P40 avec un moteur en ligne. Et enfin plus tard, il était déjà dans les cartons, mais dans tous les cas, c'était quelque chose qui était loin de satisfaire nos amis de l'US Army Air Corps, et donc ils avaient fait des programmes comme ils font pour tout, et ce programme c'était pour entre guillemets un super chasseur très performant, très manœuvrant et très rapide. Mais c'était issu d'un programme, comme je te l'ai dit, en 39. Donc à partir de 1940, ils ont commencé à développer ça, et ils se sont dit que ce qui causait à l'époque le plus de traînées, c'était les gros moteurs qu'on mettait à l'avant. Donc fatalement, ils se sont dit, tiens, si on les mettait en arrière, on va mettre les ailes à l'arrière aussi, comme ça, tout ce qui provoque de la traînée, on le met derrière, on aura un avion plus fin, il ira plus vite. Donc il y a eu plusieurs compagnies qui se sont mis sur le projet. Donc on a eu Curtiss avec l'Ascender, on a eu de mémoire, ça devait être Vulti avec un truc qui était un peu bizarre de mémoire, Swiss Goose, donc l'XP54, et Northrop qui est encore avec un truc bizarre, mais avec un moteur en étoile noyé dans un fuselage, avec le Black Bullet, avec un nom super, hein, mais un avion qui a jamais réussi à voler puisque le prototype a été détruit. Donc
Donc en fait, l'idée, c'était d'avoir des avions extrêmement manœuvrants, mais extrêmement rapides pour en faire quelque part des intercepteurs ou des super chasseurs, mais avec une vision du début des années 40, donc avec des moteurs qui n'étaient pas forcément très performants, puisque le Curtiss, en fait, initialement de mémoire, il était prévu avec un 1000 ou 1100 chevaux. Finalement, il a été monté avec un moteur de moins de 1300 chevaux. Donc quand on sait qu'il était prévu pour voler à 600 et quelques kilomètres heure, on se dit qu'ils étaient quand même un petit peu optimistes, sachant qu'il était censé aussi avoir un armement conséquent dans le nez, qui rappelle un peu celui du P-38, mais par contre c'était 2 canons de 20 et deux mitrailleuses de 12-7. Donc c'était un armement très lourd qui au final sur les 3 exemplaires de pré-série a été remplacé par 4 mitrailleuses de 12-7. Donc on a l'équivalent en fait des chasseurs de l'époque, comme le premier P-51 en termes de P-51 par A-36, qui avait lui 4 mitrailleuses de 12-7 aussi. Donc un armement entre guillemets léger par rapport à ce qu'on pouvait trouver chez les Allemands à la même époque. Et même chez les Anglais qui ont vite adopté le canon de 20 mm aussi. Parce que c'est ce que je me disais effectivement, que l'armement à l'avant me faisait penser à d'autres avions. Alors j'aurais pas forcément pensé au P-38, mais effectivement on a l'impression qu'en fait c'était conçu, en tout cas pour moi, pour avoir finalement l'armement à l'avant sans poser le même problème que l'on connaît depuis la Première Guerre mondiale, à savoir que avoir l'armement à l'avant c'est bien gentil, mais tirer dans les hélices c'est quand même moins cool. C'est ça. La synchronisation c'est initialement assez lourd, tout un problème. Parfois ça se décale quand on est en plein combat, ce qui fait qu'on tire dans son hélice quand même. Donc certes après les hélices sont devenues un peu plus solides et supportaient quelques tirs, mais bon, après avec du 20 mm c'est pas la même. Ok, mais du coup, bon, tu me confirmes qu'ils n'ont pas fait beaucoup de ces avions-là et puis que les performances n'étaient pas aussi grandes qu'ils ne l'espéraient, quoi, du coup. C'est ça. Bah en fait, alors sur le Curtiss XP55, en fait, il y a eu 3 prototypes de construits avec des caractéristiques légèrement différentes. Ils adaptaient ce qu'ils arrivaient à trouver en soufflerie au fur et à mesure. Hein. C'était quand même assez typique de l'époque. Hein. On avançait à tâtons. Et le premier s'est écrasé. Le deuxième, entre guillemets, est toujours vivant et il traîne. Alors il y a son nez qui est quelque part, il y a le reste, ils l'ont peut-être réassemblé depuis. Enfin bon, voilà, le deuxième a été plus ou moins préservé de mémoire, c'est au National Air and Space Museum en Amérique, et le troisième s'est écrasé aussi. Donc il a très très bien volé cet avion. Ah, pas longtemps, mais il a volé. C'est ça. C'est ça. Donc après, ils avaient essayé de mettre des moteurs plus puissants, des choses comme ça, mais de l'époque. Hein, donc, sachant que la Lisson en fin de guerre montait difficilement jusqu'à 1700 chevaux. Voilà, c'était quand même assez limité. Et après, ça a servi sur d'autres études plus tardives, puisque ce sont des solutions techniques qu'on arrive à retrouver sur d'autres avions, mais qui sont bien antérieures. D'accord, donc en fait un avion assez particulier qui n'a pas tenu ses promesses, et l'avoir en maquette finalement c'est assez sympa pour montrer quelque chose qui sort de l'ordinaire, quoi. Oui, complètement. Et quand je parle d'avion antérieur, c'est parce que l'idée d'avoir les ailes à l'arrière, le moteur qui pousse et des petits plans à l'avant, qui soient dirigés ou non comme les canards, canard, pas l'animal, hein. Il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas que les plans à l'avant sur le nez d'un appareil sont des plans canards. Ça date aussi des premiers avions au niveau de la Première Guerre mondiale, et même avant et un peu après. À l'entre-deux-guerres, on avait beaucoup d'avions qui avaient ces multiplans à l'avant pour stabiliser le nez de l'appareil, alors que le gros de la voilure supportait le poids du moteur. Donc là, on retrouve un peu cette architecture qui fait très futuriste, à la fois parce que la forme, le fuselage fait quelque chose qui est très très intéressant. Par contre, clairement, sur les solutions techniques, ils les avaient pas vraiment à l'époque pour que ça vole. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que ce genre d'appareil, il y en a eu plusieurs. Ils ont été en avance sur leur temps, sur la manière de dire tiens ça pourrait voler. Par contre, ils n'avaient pas ce qu'il fallait, quoi. Ouais. Donc du coup, ce qu'on voit dans Caprica, la série spin-off qui se passe avant Galactica, c'est là aussi c'est un peu du rêve, quoi. C'est ça.
C'est ça, c'est-à-dire que bon après on peut inventer toutes sortes de technologies qui peuvent faire voler ces avions. Faut savoir que par exemple sur le B2 actuel qui vole, hein, le bombardier géant en aile volante américain, il y a eu plusieurs versions des ailes volantes à partir des années 40. Évidemment, sans ordinateur qui gère toute la stabilité, ça avait du mal à voler. Hein. Ils l'ont fait, mais c'était très très difficile. Maintenant, entre guillemets, le B2 il vole tout seul. Voilà. donc la technologie aide à faire voler les anciens rêves, sachant que c'est la même compagnie qui produit le B2 qui a fait les précédentes ailes volantes. Et que pour la petite histoire, elles ont exactement la même envergure. Donc c'est un petit clin d'œil aussi. D'accord. Voilà. Eh ben écoute, merci pour toutes ces précisions. Je t'en prie. Je vais retourner à la maquette et tenter de montrer ce qu'il est possible de faire pour lui redonner un peu de charme, parce que pour l'instant c'est plutôt mal parti et que je l'ai retrouvé en morceaux. Merci à toi. Sinon, si tu veux, pour être accurate, sachant qu'il y en a 2 sur 3 qui se sont écrasés, tu peux toujours faire un diorama sympa. C'est une idée, je vais tenter de la retenir, mais je pense qu'en fait il y a assez peu de pièces à retravailler, pièces que je n'avais pas la possibilité de travailler il y a quelques années, mais je pense que là je devrais pouvoir m'en sortir et je te montrerai ça bien volontiers de toute façon. Mais avec plaisir, Yvan. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Alors voilà, maintenant on en sait un petit peu plus. Encore merci Ratatarcé de nous avoir raconté tout ça. Maintenant on va revenir sur la maquette elle-même. Donc, de quand date-t-elle? Je ne sais sincèrement plus, au moins 15 à 20 ans. Et j'adore l'illustration qu'il y a sur la boîte. C'est quand même superbe. C'est vraiment très très beau. Et voilà, je me demandais quel prix je l'avais acheté, voilà, vous le savez. Maintenant, je l'ai acheté 8 € pour un kit qui donc est pas mal. Était livré avec une planche de photo découpe, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Je ne vois strictement aucune date. C'était fait en bohème. Et c'est tout ce qu'il y a d'indiqué, à part la liste des kits qui font aussi dans cette collection. Donc on a fait le tour de la boîte, j'en profite du coup pour vous montrer peut-être aussi la notice. Donc voilà. Hop, on va faire ça comme ça va être plus simple. Donc vous voyez, ça semblait simple, ça ne l'est pas du tout. Il y avait même un truc pour le train d'atterrissage ici, qui était un peu compliqué à faire pour moi, pour la baie de train. Le cockpit était en thermoformé. Et ça c'était donc les couleurs conseillées pour faire ce XP55 Ascender. Et je m'en suis très très mal sorti, mais je vais vous expliquer ça tout de suite pourquoi. Voilà, hop. Alors voilà, parce que oui, effectivement, vous le voyez, je l'avais monté et j'avais commencé à le peindre. Et c'est là que ça s'est un petit peu gâté pour moi. C'est que d'une part, je me suis rendu compte que la photo découpe et moi, on n'était pas très copains. Donc en fait, la majorité des trucs qui étaient intéressants pour le détaillage de ce kit, et qui au final d'ailleurs se serait vu nulle part, notamment la baie de train, l'intérieur du cockpit, des petites choses comme ça, j'ai complètement laissé tomber. Parce que de toute façon, je savais très bien que le cockpit, au final, on verrait pas grand chose de ce qu'il y avait à l'intérieur. Et effectivement, c'est le cas. Vous voyez, c'est un petit peu foggy, on va dire. Parce que comme c'est en thermoformé et à mettre sur du plastique, vous pouvez pas utiliser de la colle à maquette normale. Éventuellement, vous pouvez utiliser de la colle à bois. Mais pour poncer ensuite et égaliser les surfaces, tenez-vous bien, c'est pas possible. Voilà. En tout cas, pas avec moi.
Il y a un autre souci aussi, c'est que j'ai tenté de détailler aussi l'avion par rapport à ce que j'avais vu moi sur des documents trouvés sur le net, et j'ai fait des trucs que j'ai trouvé assez sympas et qui correspondaient d'ailleurs un petit peu plus à l'illustration de la boîte, notamment pour les entrées d'air, pour l'arrière du moteur avec surtout la partie hélice, et puis il y avait je ne sais pas si on peut appeler ça une dérive, en tout cas je crois que c'est une dérive en dessous qui était supposée être en photo découpe ici, voilà, et que j'ai finalement remplacé par une pièce plastique qui a fini par se déformer, par se casser, et mal m'en a pris. J'ai également choisi d'utiliser, en fait, c'est là que l'erreur me revient totalement, j'ai tenté de peindre cette maquette avec de nouvelles peintures que je voulais tester, de Revell, que je trouvais assez sympa. Le problème, c'est que c'est absolument pas adapté à des kits comme ça, relativement précis ou détaillés, quand il y en a des détails, puisque c'est une peinture qui est extrêmement lourde, on va dire, qui couvre assez mal. Et donc faut mettre quand même une certaine quantité de peinture sur les surfaces pour que ça tienne, et c'est l'Aquacolor de Revell, et que je ne conseille pas pour ce type de travail. Éventuellement pour j'allais dire des gros travaux sur des pièces de diorama ou quoi, ça peut marcher, je pense. Il y a sur certains kits qui ne demandent pas beaucoup de détails, ça va très bien. Il y a certaines peintures que j'aime beaucoup dans cette collection, mais en tout cas là je me suis complètement foiré, et du coup j'avais commencé d'ailleurs à travailler une pièce plastique pour remplacer la dérive qui était beaucoup trop fine. Il va falloir que je remette d'ailleurs une hélice manquante. Je vais arrêter ce machin là et même m'en débarrasser entre guillemets pour vous montrer en fait ce qu'il en est. C'est que voilà, ça a complètement capoté ici. Je pense que, cela dit, je peux peut-être m'en sortir, mais je pense qu'en fait c'est beaucoup trop fin, beaucoup trop fin. Et puis en plus j'ai essayé de faire les câbles antennes ou quoi en plastique, et là aussi mal m'en a pris. J'aurais mieux fait de faire ça en métal ou quoi, plutôt qu'en plastique étiré. Mais vous voyez donc le travail ici de peinture, et en plus au pinceau, est vraiment pas terrible, et le peu de détails qu'il y avait sur la surface, je l'ai complètement effacé, et avec la peinture et avec le ponçage. Par contre j'étais assez content, mine de rien, même si j'ai mal peint les montants de la verrière, j'étais assez content de la façon dont j'avais réussi à mettre le thermoformé sur le cockpit. C'était pas trop mal, et surtout à l'avant j'ai mis un de mes petits cabochons préférés avec une pièce de Option Parts dont je vous ai déjà parlé pour les mechas ou quoi, et parce qu'il y a des archives qui montrent donc un XP55 avec une caméra devant, et ça rend pas trop mal. Par contre là, très clairement, c'est le genre de choses que j'aurais dû remplacer justement avec, sinon de la photo découpe, sinon en tout cas une pièce en métal, et ça sera certainement le cas. Je ne vais pas remettre la pièce en plastique ici, mais la changer. Il n'est pas question que j'abandonne cette maquette, j'allais dire, bien évidemment. Et sinon j'avais mis aussi un morceau de, je sais plus comment on appelle ça pour nos maquettes là, de gunpla et tout, mais en plus là c'était tiré d'un truc de Dorvac, et j'avais le secret espoir de pouvoir faire tourner les hélices, mais là pareil, je ferais mieux de terminer par mettre un peu de colle, et puis voilà. Sinon je trouve quand même que ici les entrées d'air là et là, par rapport à l'illustration, sont quand même un peu petites. Je vous laisse seul juge. Vous voyez là, je pense que c'est pas moi qui délire, hein. C'est pas franchement identique, hein. C'est pas franchement ça. Donc éventuellement peut-être changer le truc en dessous, rajouter un petit peu de matière au-dessus pour obtenir ce qu'on voit là, mais c'est pas franchement la même chose.
et en tout cas certainement pas la bonne couleur. Voilà, j'espérais arriver à une couleur un peu plus marron. Mais selon les photos, franchement, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est marron ou vert. L'olive drab, c'est une couleur un peu spéciale. Donc voilà. Sinon, peut-être vous montrer ce que donnait. Je vais perdre les pièces. La photo des coupes. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses, hein. Mais au final, je les ai pas utilisées. Je les utiliserai pour autre chose. Je vais dire les pédaliers, l'intérieur du cockpit, etc. De toute façon, on voit rien au final sur cette maquette en 1.72, donc pourquoi s'en soucier? Et là, je sais pas pourquoi, il y a d'autres pièces. Peut-être que j'espérais changer des trucs et tout, mais en tout cas, je vais pas le mettre. Si je finis l'avion, je le mettrai pas sur ces trains d'atterrissage. C'est beaucoup trop fragile, même si j'avais mis de côté quelques figurines ou 1.72 qui auraient pu correspondre. Mais voilà, faut pas rêver, ça tiendra pas, ça sera beaucoup trop fragile, et puis j'ai pas l'intention de faire un diorama bien compliqué pour ce bel avion. C'est un bel avion, mais voilà, je préfère le montrer en vol, en fait exactement comme on le voit sur cette illustration. Donc voilà, vous savez tout maintenant sur ma maquette du XP55 Ascender, le Curtiss. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si une fois de plus l'intervention de l'amiral Tatarcé vous a plu, si ce format vous plaît. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Surtout merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur PayPal, et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouvel avion.